Natacha Tremblay. Bienvenue tout le monde. Donc, d'être venu en grand nombre. Je ne suis pas habituée de parler devant une foule, donc il faut me pardonner. Je vous souhaite la bienvenue dans un premier temps, donc à la conférence de la Journée de la Terre, en collaboration avec la municipalité de Facette et de Bon Secours. Donc, c'est grâce à Papineauville et ces deux municipalités-là qu'on peut faire la conférence ce soir. Donc, je vais juste reprendre mon souffle. Je vous présente Valérie Michaud, qui va être notre conférencière ce soir. Donc, le micro va se promener aussi, si vous avez des questions en cours de route. Et puis, je vous souhaite une belle conférence. Paul-André va dire un petit mot. Bonsoir tout le monde, bienvenue. On s'est vu ce matin, on a parlé. Moi, j'ai deux confrères qui sont ici. J'ai le maire de Facette avec nous. Donc, François, si vous prenez sa photo, c'est ça que ça a l'air, le maire de Facette. Ici, à défaut d'avoir l'honneur, on a le directeur général de Notre-Dame-du-Bon-Secours qui est ici. Donc, vu qu'on a fait ça ensemble, je vous ai parlé ce matin, je vais laisser un petit mot à François, puis un petit mot à Nicolas, qui vont souhaiter la bienvenue. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis heureux pour deux choses ce soir. Un, on fête la Journée de la Terre, donc sensibilisation avec du contenu pour nous sensibiliser, nous éduquer. Puis si ça ne marche pas, on va forcer des modes de vie plus éco-responsables. Fait que très content qu'on puisse marteler ce message-là, puis de pouvoir faire la promotion dans le cadre de la fête de la famille. La deuxième chose que je suis content, c'est qu'on puisse faire l'initiative, une invitation de Paul-André, de Paul-André qui a suscité cette initiative-là dans laquelle Facette trouvait qu'on n'emboîtait pas non seulement dans le contenu, mais dans le concept aussi, de s'unir ensemble pour faire des choses ensemble. On a 25 municipalités, il y a 8 municipalités qui bordent la rivière des Outaouais. Alors, des initiatives qui nous mettraient des projets en commun, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Alors, une bonne conférence. Merci beaucoup, François. Maintenant, Nicolas, Notre-Dame-du-Bon-Secours, Monsieur Nicolas. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas en politique, donc je vais être beaucoup plus bref. J'espère que la conférence, évidemment, va nous apporter de nouveaux concepts, excusez-moi. Je ne sais pas en fait ce qu'on va apprendre, mais il est certain qu'on va apprendre beaucoup de choses. Alors, je pense que je vais vous laisser regarder ou écouter la conférencière pour qu'on puisse en apprendre plus. Bonne soirée à tout le monde. Donc, merci beaucoup, Nicolas. On vous souhaite un bon... Martine, tu disais un mot? Donc, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, une bonne conférence. Merci beaucoup. Puis, merci à Natacha, c'est elle qui est l'initiatrice de ça. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. Je suis Valérie, votre conférencière, Valérie Michaud. Donc, j'ai différentes expériences, mais aujourd'hui, je viens comme conférencière, mais je viens aussi comme citoyenne. Donc, comme vous, je cherche des façons d'avoir un mode de vie plus éco-responsable, avec une empreinte écologique moins importante. Donc, on va le voir aujourd'hui à travers différentes facettes de nos vies. Donc, la nourriture, donc l'alimentation, le déplacement, le logement et notre consommation. Beaucoup de ces choses-là, beaucoup de nos modes de vie se font à travers de nos choix, en fait. Donc, ce soir, je vais vous amener à faire déjà un premier choix parce qu'on n'aura pas le temps de traiter des quatre éléments qui sont là. Ça serait trop long pour notre conférence. On en a jusqu'à 7h30 ensemble. Donc, est-ce que parmi, puis ça va être à main levée, est-ce que, puis ce qui est important que je vous dise aussi, c'est que ce soir, c'est une discussion, c'est des échanges. On est, en ce moment, la municipalité filme aussi pour pouvoir le rediffuser, pour que plus de gens puissent avoir accès à la conférence de ce soir. Donc, ça se peut que vous me voyez répéter des questions pour que ça puisse être entendu pour celles et ceux qui vont pouvoir l'écouter ensuite.
Ça se peut que vous me voyez lever le bras assez souvent parce que je n'ai pas le contrôle de cette belle présentation. C'est Patrick derrière qui va avancer les diapositives. Donc, c'est pas un tic que j'ai là ce soir. Si vous me voyez lever le bras comme ça, c'est pour faire avancer la conférence. Donc, je vous demanderais, parmi les 4 pôles qui sont là ici, est-ce qu'il y en a un que vous souhaitez éliminer? Donc, ils sont tous importants, mais est-ce qu'il y en a un qui, selon vous, vous avez peut-être moins d'impact que les autres sur le développement de votre mode de vie? Donc, à main levée, je vais vous demander, donc, choisissez-en 3, puis éliminez-en un. Donc, à main levée, je vais vous demander de lever vos mains pour celui que vous éliminez. C'est bon? Puis on va en éliminer un. Mais rassurez-vous, on va vous envoyer une ressourcerie où vous allez avoir l'information de tous les pôles, là, finalement. Donc, je ne sais pas si vous êtes inscrit à la conférence aujourd'hui, si vous avez donné vos adresses courriel, mais Natacha va pouvoir vous envoyer tout ça aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez fait votre choix? Oui? Donc, qui souhaite retirer? Donc, je mange. 3. Je me déplace. Parfait. Je me loge. Et je consomme. Donc, c'est je me déplace qui va être éliminé ce soir, mais on va quand même le passer rapidement. Vous allez voir rapidement là, les divers enjeux du déplacement. Puis sinon, on va passer à travers les 3 autres. Je suis surprise, habituellement, c'est le logement qui s'en va. Puis là, c'est le déplacement ce soir. Donc, c'est parfait. Puis le ton de la conférence ce soir, c'est vraiment pas un ton culpabilisant. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir trouver ensemble des gestes concrets qu'on peut appliquer dans nos vies qui vont faire une différence. Parce que oui, il y a des décisions politiques, comme le nommait monsieur tout à l'heure, il y a des décisions politiques qui doivent se prendre, mais nous, comme citoyens, on a aussi la possibilité d'agir à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc aujourd'hui, pour le moment de discussion qu'on va avoir à la fin, je vous demanderais juste de remarquer certaines choses dans la présentation, des gestes que vous vous dites « Ah, ben ça, je pense que je le fais déjà » ou ben, « Ça, c'est un geste que j'aimerais intégrer dans mes pratiques prochaines pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. » Puis on pourra en discuter là, à la fin. Donc voici le plan de match. Donc on débute avec « Je mange ». Patrick. Donc, notre système agricole dévastateur, on va faire un portrait de notre système agricole actuel. Fort probablement que vous connaissez déjà beaucoup de choses de ce système agricole-là. Donc, oui. Donc, 46% de nos terres, je vais m'asseoir avec votre accord, 46% des terres habitables sont réservées à l'agriculture. Donc, c'est près de la moitié de nos terres qu'on habite, en fait, qui sont en dehors de l'eau, qui sont réservées à l'agriculture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, oui, on peut penser que c'est réservé pour notre alimentation, mais c'est davantage réservé pour le bétail, puisque 68% des 46% finalement est réservé pour le bétail et son alimentation. Donc, finalement, on a besoin de beaucoup de terre pour nos vaches, nos porcs, nos bovins qui broutent, mais aussi pour les nourrir. Ce qui disons, a un impact sur notre empreinte environnementale. Ensuite, la prochaine diapositive, on voit que 34% des émissions de GES sont dues à l'agriculture. Est-ce que vous savez pourquoi l'agriculture émet autant de GES, selon vous? C'est quoi les GES? Les GES, c'est des gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Le méthane. Le méthane, oui. Est-ce que vous aimeriez qu'on explique, que quelqu'un explique les gaz à effet de serre? C'est quoi leur impact? Où ça va pour vous? En fait, il y a des gaz naturels qui sont émis par la planète, puis qui sont très positifs pour notre environnement, qui nous permettent en fait d'avoir une belle terre saine. Mais il y a aussi des gaz à effet de serre qui sont anthropiques, qu'on dit, donc qui sont produits par l'humain, par notre façon de vivre. Puis c'est ces gaz-là qui sont problématiques parce qu'on en produit trop
Et là, ben, ça s'enferme, si on veut, là, dans le dôme de la Terre et ça crée un réchauffement parce que les rayons du soleil rentrent, mais ils ne peuvent plus ressortir. Donc, la Terre se réchauffe de plus en plus. Et nos beaux bovins ici, ben, ils sont un peu responsables de ce réchauffement planétaire par le méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est produit par les bovins, nos vaches. Il y en a qui pensent que c'est par leur pète, mais non, c'est davantage par leur eau, parce que les vaches, en fait, ont 4 estomacs, puis leur premier estomac sert à faire fermenter la nourriture. Donc, quand ils font fermenter la nourriture, ils rotent, et ils rotent carrément du méthane. Donc, on se dit, ben oui, mais nos vaches qui rotent du méthane, ça ne doit pas être si pire que ça, là, franchement. Mais est-ce que vous savez combien on a de vaches sur la Terre? Essayez un petit chiffre là, comme ça. 2 milliards. 3 milliards. Bel essai, mais il y a plus que 3 milliards de poulets, mais il y a 1,4 milliard de vaches, en fait, sur Terre. Donc, c'est la quantité de vaches qui est problématique. Et le méthane, pourquoi c'est aussi problématique? C'est qu'il y a un pouvoir de réchauffement 25 fois plus grand que le CO2, que ce qui est produit quand on brûle du pétrole. Donc, le méthane, c'est vraiment un gaz qui est problématique, qui est créé par quand il y a de la matière organique qui manque d'oxygène. Donc, c'est pour ça aussi que le riz, la culture de riz est un producteur de méthane aussi. Le riz que moi, je mangerais à tous les jours, j'adore le riz, mais si on a le choix, mais ça fait partie des choix qu'on peut faire, de choisir d'autres grains à manger que le riz, parce que le riz, c'est un grand producteur de méthane. Prochaine diapo. L'agriculture est aussi responsable de 90% de la déforestation. Donc, souvent, on pense que la déforestation est causée par ce qu'on a de besoin en bois pour construire nos meubles, nos maisons, mais non, c'est surtout pour avoir des terres cultivables, surtout des terres cultivables en monoculture pour nourrir nos belles vaches qui sont ici et nos autres animaux. Donc, on déforeste régulièrement, puis ça, ce que ça fait, c'est que, vous le savez sans doute, les arbres, c'est des capteurs de carbone, donc c'est des puits de carbone. Ils nous servent justement à disons, oxygéner notre planète, à faire en sorte qu'elle soit en forme, si on veut. Mais quand on coupe les arbres, quand on brûle les arbres, bien, on libère du gaz, puis ce gaz-là, bien, s'en va dans l'atmosphère. Il y a un autre puits de carbone naturel qui nous est très utile. Est-ce que vous savez c'est lequel? À part les végétaux. L'eau, oui, nos océans. Donc, nos océans sont des grands capteurs de carbone aussi. Par contre, en produisant davantage de gaz, bien, ce que ça fait, c'est que ça acidifie nos eaux. Vous vous rappelez, dans le temps, moi, quand j'étais jeune, on parlait des pluies acides, puis je ne comprenais pas du tout ce concept-là. C'est quoi les pluies acides? On a arrêté d'en parler maintenant, mais c'est que, justement, le gaz qui est produit par les humains acidifie nos eaux, donc transforme nos écosystèmes. Puis, ben, justement, ça débalance, en fait, tout ça. Et la dernière diapo, l'agriculture est considérée comme la première menace sur nos écosystèmes. Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qui est utilisé dans l'agriculture qui peut nuire à nos écosystèmes? Les engrais. Les engrais, les pesticides. Monsieur, derrière, vous aviez la main levée. Ah, j'ai dit la même chose, les pesticides. Engrais, pesticides, notre type d'agriculture aussi qui appauvrit nos sols, en fait, donc une agriculture intensive. Le type de pêche, par contre, au Québec, on a des lois qui sont quand même assez sévères sur nos types, notre façon dont on peut pêcher dans nos océans. Par contre, les océans communiquent entre eux, puis c'est important de savoir qu'au niveau des poissons et des animaux marins, on consomme 70% de produits qui viennent de l'extérieur du Québec et on envoie 80% de nos produits à l'étranger. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes de savoir justement pour faire des meilleurs choix. Fait que maintenant qu'on sait tout ça, l'idée, c'est pas de sortir d'ici et se dire « Oh mon Dieu, ça va bien mal ».
mais c'est plutôt de voir ensuite, par des gestes concrets, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une empreinte différente sur l'environnement. Donc, Patrick, je t'inviterai à passer à la prochaine diapositive. Alors ici, ça c'est ce que vous mangez à tous les jours, j'imagine. Donc, on aimerait bien que notre assiette ressemble à ça à tous les jours, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est pas mon cas à moi. Mais idéalement, selon le Guide alimentaire canadien qui a changé beaucoup dans les dernières années, avant, les produits laitiers étaient très, très présents. Maintenant, c'est plus comme ça. Ils se sont adaptés à la réalité alimentaire, mais environnementale aussi. Donc, idéalement, on mangerait une grande portion de fruits et légumes, idéalement biologiques et locales, si c'est possible. Et vous voyez qu'un quart de notre assiette devrait être réservé aux protéines. Puis là, il y a une belle variété. En fait, il y a des protéines végétales, des protéines animales, il y a du fromage, des produits laitiers et les grains. Puis les grains, ensuite, en bas, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont cultivés ici. Donc, on peut... le Québec peut être autosuffisant au niveau alimentaire. Bien sûr, on ne cultivera jamais des ananas ici, mais il y a plein d'autres choses qu'on est capable de cultiver et de consommer localement. Donc, je t'inviterai, Patrick, à... Oui, voilà. Donc, on a vu que la façon, en fait, de réduire notre empreinte, on peut choisir de manger, avoir une alimentation biologique. On peut choisir de manger davantage de local et de saison, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur manger plus de protéines végétales puis réduire le gaspillage alimentaire. Donc, manger plus de protéines végétales. Est-ce qu'il y en a qui ont introduit ça dans leur alimentation? Oui. Ah, vous êtes bon! Qu'est-ce que vous avez introduit? Qu'est-ce que vous aimez, en fait, qui a réussi, que vous avez réussi à changer dans votre alimentation? Bravo! Depuis combien d'années? Et puis, comment s'est passé le processus? Ça va très bien. Donc, vous avez éliminé les produits animaliers de façon graduelle? Drastique. C'est comme ça que vous avez fait ça. Parfait. Puis, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette comme protéines végétales? Beaucoup de tofu, PVP, beaucoup de légumineuses, je mange quand même des œufs, lait, tout ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le PVT? Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça aussi, le PVT, madame? Ouais, Vous l'utilisez comment? Juste avec un boulon de poulet, puis le faire cuire en ajoutant, peut-être une sauce, quelque chose comme ça. Bravo, c'est pas évident à cuisiner le PVT quand même, là. Donc, le PVT, c'est protéines végétales texturées. C'est souvent fait à partir de soya. Ça s'achète maintenant un petit peu partout, là. L'idée, c'est de réhydrater cet aliment-là. Il y a beaucoup de parents qui l'utilisent pour déjouer leurs enfants. En fait, quand on fait des sauces à spaghetti, ben, vous pouvez mettre moitié, le maire, vous voyez, il déjoue ses petits-enfants ou ses enfants. Ah, c'est vous qui êtes déjoués, finalement. Donc, souvent, ben, vous pouvez, tu sais, au lieu de... Madame a décidé de passer drastiquement à une alimentation végétale, mais c'est pas obligé de se faire aussi drastiquement. Vous pouvez, par exemple, dans votre sauce à spaghetti, mettre moitié de viande animale, puis moitié de viande, soit de PVT ou de viande fait à partir de soya. Et souvent, on n'y voit que du feu. Donc, on va voir ensuite notre bilan de carbone. Donc, le bilan carbone de notre assiette, ça veut dire c'est quoi notre empreinte, en fait, quand on mange en ce moment. Donc, notre régime actuel est plutôt omnivore pour une grande partie de la population. Omnivore, ça veut dire qu'on mange des produits animaliers quotidiennement, des fruits et des légumes. Donc, notre empreinte est de 1385 kg. Ça ne nous dit pas grand-chose, c'est environ 1,4 tonnes par an, en fait. Mais on va voir ensuite quelle empreinte on peut avoir si on coupe la viande rouge. Donc, la viande rouge, on entend par là le bœuf, c'est lui qui est le plus dommageable pour l'environnement.
Donc, si on réduit, si on coupe totalement la viande rouge, mais qu'on mange d'autres viandes, par exemple la dinde, du porc, du poulet, on réduit quand même de 45% notre empreinte environnementale. C'est presque la moitié. Donc, finalement, si c'est le chemin que vous souhaitez emprunter, l'impact est quand même très grand. L'autre possibilité, c'est d'être 2/3 végétalien. Donc, on est chanceux, on a quand même l'occasion ici au Québec de manger 3 fois par jour. Donc, ce qui veut dire qu'une fois sur 3, vous avez un repas normal, si vous voulez, avec des protéines animales, et 2/3 végétalien. Végétalien, ça veut dire aucun produit animalier. Donc, ça veut dire que dans votre journée, vous avez 2 repas où aucun produit animalier, mais un de vos repas est avec des produits animaliers, et c'est moins 53% de l'empreinte environnementale. Et le dernier, la palme d'or, c'est sûr que ça va avec le régime végétalien, mais comme je vous disais, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, dans le sens que si vous souhaitez aller vers cette voie-là, allez-y, mais il faut y aller à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, parce que sinon on va vivre un échec, puis ce ne sera pas le fun pour vous de vivre cet échec-là. Donc, bien sûr, c'est moins 80% si on est végétalien. Je ne suis pas végétalienne et je fais des conférences pour le Jour de la Terre, donc il y a moyen de trouver son équilibre là, parmi tout ça. Ensuite, donc on se rappelle que c'est l'aspect intensif de notre consommation d'animaux qui entraîne des dérives. Il s'agit d'en manger moins, mais d'en manger mieux. Donc, bien sûr, si vous mangez de la viande, vos possibilités, c'est de peut-être, quand vous allez voir votre boucher, de lui demander la provenance de votre viande, sa façon d'avoir été élevée. Vous avez peut-être dans le coin plein de petits producteurs. Là, moi, je ne connais pas bien la région, mais j'imagine que vous avez des producteurs dans le coin de poulet, de viande. Souvent, les petits producteurs ont des façons près des normes biologiques, en fait. Ils n'ont souvent pas la certification parce que ça coûte cher, souvent la certification, puis ça demande plusieurs étapes, mais souvent une agriculture qui est, disons, plus petite, moins à grande échelle, souvent l'empreinte environnementale est beaucoup moins grande. Donc, je vous encourage à découvrir vos producteurs locaux, autant pour les fruits, les légumes que pour la viande. On poursuit. Est-ce que vous connaissez, tu peux recliquer encore, Patrick, est-ce que vous connaissez la fourchette bleue? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Ça, c'est unique au Québec, en fait. C'est une certification qui existe. Moi, je ne la connaissais pas avant de commencer à faire des conférences pour le Jour de la Terre. C'est tous nos produits d'ici. C'est nos produits marins. Essayez de compter là, combien de produits vous allez manger dans les produits du Québec. Là, sérieusement, si vous arrivez à en nommer 5. Donc, ça veut dire que nos produits s'en vont à l'étranger, beaucoup en Chine. Nos produits sont très, très prisés. Mais c'est super difficile, autant pour les restaurateurs que pour les poissonniers, de pouvoir nous offrir nos produits de la mer. Donc, je vous encourage, quand vous allez chez vos poissonniers, même au restaurant, de demander s'ils ont des produits qui proviennent d'ici. Il y a de plus en plus de poissonniers et de restaurateurs qui se dotent de la fourchette bleue, puis ça, c'est en train de faire changer le marché. Non seulement le marché des consommateurs, mais aussi le marché de ceux qui pêchent ces produits-là. C'est valorisant pour eux de savoir qu'on les consomme ici au Québec. Donc, demandons nos produits, ça c'est une des solutions. Nos produits n'ont pas à voyager, donc leur empreinte environnementale est beaucoup moins grande. Puis comme je vous disais tout à l'heure, nos techniques de pêche sont beaucoup moins dommageables qu'ailleurs dans le monde. On poursuit. Avec réduire le gaspillage alimentaire, combien vous pensez de tout ce qui est produit, en fait, est gaspillé? 33%, un tiers de ce qui est produit est gaspillé. De quelle façon vous pensez que c'est gaspillé, en fait, tout ça? De quelle façon on gaspille? C'est pas vendu. Invendu, oui. Le frigidaire, oui, notre frigo, finalement, les aliments qu'on oublie dans notre frigo. On
on nourrit nos poubelles, effectivement, et même on nourrit notre compost aussi, parce qu'on s'en sauve souvent en disant « Ah, ben, tu sais, on va mettre ça au compost ». Mais un aliment qui n'a pas été consommé, s'il s'en va au compost, c'est considéré comme du gaspillage parce qu'il a demandé des ressources, il a demandé de l'eau, il a demandé du soleil, puis finalement, ben, il s'en va au compost. On gaspille aussi souvent parce qu'on ne planifie pas beaucoup ce qu'on va manger. Il y en a sûrement là, qui sont super bons là, dans la planification, mais souvent on va à l'épicerie puis on va acheter. Mais moi, je dirais, là, je vois des gens qui sont plus de l'âge de mes parents. Mes parents sont super bons, ils font l'épicerie une fois par semaine, puis ils savent ce qu'ils vont manger pour le reste de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais cette façon-là de faire, ça fait en sorte qu'on gaspille vraiment beaucoup moins. Donc, on prépare tu peux toutes les avancer, Patrick. Donc, on fait une liste de recettes, on fait son menu, sa liste d'épicerie. Donc, il y a toutes sortes de façons de gaspiller moins. Puis, la conservation dans notre frigo ou de nos aliments, c'est souvent une gestion d'humidité. Donc, ça arrive des fois là, que nos aliments, disons qu'ils flétrissent au frigo. Ben, c'est peut-être parce qu'ils ne vont pas au frigo. Vous allez voir dans les ressourceries là, qu'on va vous envoyer. Il y a une application qui s'appelle Sauve ta bouffe. Tu sais, des fois, si vous vous dites « Ah mon Dieu, je perds toujours mes patates, elles sont toujours en train de germer, qu'est-ce que je fais de pas correct? » Mais il y a moyen de voir la façon de conserver vos aliments, puis vous pouvez les conserver souvent pendant plusieurs mois. C'est juste qu'on ne sait pas comment conserver nos aliments. On le savait, par contre, parce que les gens qui nous ont précédés étaient excellents dans la conservation des aliments, mais c'est des savoirs qui se sont perdus, qu'il faut retrouver. Et le gaz l'éthylène, en fait, c'est un gaz qui est produit quand deux aliments qui ne s'aiment pas sont un à côté de l'autre. Puis ça aussi, des fois, on ne le sait pas, puis c'est pour ça que notre ail n'aime pas les patates ou inversement. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir pour moins gaspiller puis moins mettre au compost. Vous utilisez la congélation, j'imagine, bien sûr, donc pour le pain, pour toutes sortes de choses, quand il nous reste des choses dans le frigo qu'on voit qu'on va les perdre. Il y a quelqu'un qui me disait dans une autre conférence qu'eux autres, dans le congélateur, ils ont un sac pour les fruits mous, les fruits que là, finalement, on ne mangera plus, puis les légumes. Puis quand vient le temps, ben, ils font soit un potage avec les légumes qu'ils ont congelés ou des smoothies là, pour les enfants. Fait que ça aussi, c'est une façon là, de ne pas mettre au compost ou pas mettre à la poubelle. Parce que tous les aliments qu'on met à la poubelle, ça produit du méthane aussi. Donc, ça produit du gaz parce que justement, les matières organiques manquent d'oxygène, puis ça produit un gaz. Donc, on essaie d'éviter de mélanger ces matières-là. Puis finalement, est-ce qu'il y en a qui font des recettes vide frigo, donc des recettes tout ski? C'est quoi vos meilleures recettes là, quand vous voulez vider votre frigo? Tout dans le bol. Les pizzas, oui, les pizzas. J'ai pas entendu d'ailleurs. Tout dans le bol. Tout dans le bol. On fait un petit sauté de tout ce qu'il y a dans le frigo. Est-ce que vous avez d'autres recettes? Aussi des omelettes, souvent. C'est facile de passer tout ce qu'on a dans le frigo. Donc, Patrick, tu peux avancer. Des smoothies, des compotes, des soupes. Bref, c'est assez facile là, de passer ce qu'on a. Ou sinon, ben, on met au congélateur. On n'essaie de pas les oublier, ce qu'on met au congélateur. Puis, comme ça, on évite de gaspiller. Puis, notre empreinte environnementale est moins grande. Suivant. Je me déplace. C'est lui qu'on a sauté, c'est lui qu'on a rejeté, hein? Je me déplace. On va le voir quand même assez rapidement. Tu peux passer, Patrick, tu peux même les ouvrir toutes, là. Donc ça, c'est l'impact de notre transport actuellement. Donc 43% des GES, on le sait que le transport au Québec, tout le Québec a été pensé pour se transporter en voiture. Donc, c'est difficile de faire autrement, c'est difficile de revenir en arrière ou de développer des nouvelles façons de faire. Premièrement parce qu'on est habitué, mais aussi parce que toutes nos infrastructures ont été pensées de cette façon-là. Mais il y a plusieurs villes en ce moment là, qui se consultent, qui essaient de réorganiser leur transport pour que la voiture solo soit un petit peu moins reine ou roi et maître dans nos villes. Bien sûr, c'est un secteur qui est complètement dépendant au pétrole.
On essaie de développer une alternative, mais c'est pas encore fait. Puis l'électrique n'est pas non plus sans impact sur l'environnement. Avez-vous remarqué que nos voitures sont de plus en plus grosses, donc sont de plus en plus grandes, puis pourtant on déplace le même nombre de personnes, donc on a réussi quand même à nous faire croire que plus notre voiture est grosse, plus on est en sécurité. Mais ça produit de plus en plus de GES là, pour ces voitures-là. Puis, on paie toute cette congestion automobile-là qui nous coûte des milliards chaque année. Donc, il faut vraiment qu'on repense notre transport. C'est sûr que ça risque de bouleverser nos façons de faire parce qu'on n'est pas nécessairement habitué de se transporter autrement. Mais il va falloir qu'on le réfléchisse de cette façon-là parce que là, on est en train de frapper un mur là, au niveau du transport. Si on regarde par exemple les villes européennes qui sont beaucoup plus petites, en fait, que leurs rues sont plus petites, ils n'ont pas le choix, eux, de penser à d'autres transports, mais nous, on a tellement de place que c'est difficile de penser les choses autrement. Donc, on poursuit. Oui, Valérie? Oui. Valérie, excusez-moi. De ce 46%-là, est-ce qu'on est capable de ventiler ce qui appartient au camionnage? 43%. Moi, je n'ai pas les chiffres, mais c'est sûr que ce seraient des chiffres intéressants. Ce qu'on sait, par contre, c'est que depuis 1990, ils sont en augmentation. 1990, c'est la date de référence d'un accord international qui a été mis en place pour dire on veut descendre en dessous de tant, notre émission de GES. Est-ce que vous avez des moyens que vous avez réussi à mettre en place parce que c'est pas évident non plus des fois, moi j'habite Montréal donc j'ai des alternatives, mais ici est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à mettre en place? Oui, madame? Comme moi j'ai des personnes qui viennent de Montréal jusqu'à Papineauville, puis le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est une plateforme, c'est Amigo Express. Puis tout le monde ne passe pas par la 50, il y a un 10$ de plus, et c'est extrêmement rare, il y a juste une personne qui fait le voyagement. C'est vraiment déplorable si on n'a aucun transport en commun, même pas d'autobus. Non, puis Amigo Express, oui, c'est utile, mais ça ne peut pas répondre à tous nos besoins. Pendant la pandémie, il y a quand même quelques compagnies de transport interrégionales qui ont fermé. Moi, cet été, je voulais me rendre en Gaspésie pour me rendre compte finalement que c'est plus possible. J'ai plus de moyens de me rendre en Gaspésie. Donc, j'ai pensé à Amigo Express, j'ai pensé à faire du pouce. Puis, j'y pense encore. Je ne sais pas comment je vais me rendre, mais je vais finir par me rendre. Donc, effectivement, ça, c'est des décisions que nos décideurs doivent prendre parce qu'on a beau vouloir faire les choses autrement, mais si les infrastructures ne sont pas là, ça demeure difficile. Donc, on essaie de diminuer l'usage de notre voiture par des transports actifs. Je ne sais pas ici, là, dans Papineauville, mais il y a un exercice qu'on demande aux gens de faire, de mettre leur maison en plein milieu d'une carte, puis de faire un périmètre de 3 km et un autre périmètre de 7 km, pour vous rendre compte que souvent, dans ces périmètres-là, se trouvent toutes les choses dont on a besoin. Mais on utilise souvent la voiture pour s'y rendre. Dans les 3 km, à pied, 3 km, c'est 30 minutes de marche. Vous me disiez que vous faisiez partie là, d'un club de marche. Puis dans les 7 km, si vous voulez sortir le vélo, dans les 7 km, on arrive à faire 130 minutes aussi. Donc souvent dans ce périmètre-là, on a l'épicerie, on a nos amis, on a la garderie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La coiffeuse. Donc souvent, ça se retrouve quand même dans un périmètre assez proche. Est-ce que j'ai raison pour votre secteur ici ou c'est plus de kilomètres que ça? Pas mal plus de kilomètres que ça. Hein? Donc, il va falloir prendre des vélos avec assistance électrique. Puis... Oui, effectivement, vous avez raison. Est-ce qu'il y a des services de livraison de vos épiceries? Non. Bien, c'est ça. Ça, c'est des petites choses que peut-être, dans vos conseils de ville ou tout ça, ou même quand vous allez à l'épicerie, de leur demander qu'ils mettent ces services en place là. Mais je comprends tout à fait, c'est pas accessible pour tout le monde. Oui. Transport adapté. Qui peut répondre à un certain besoin. Donc, si vous pouvez partager le parc automobile qui est existant, donc quand vous allez à vos activités communautaires ou quand
vous allez au travail, par exemple, si vous pouvez créer une liste de covoiturage, des fois, on a plus de gens qu'on pense qui habitent près de chez nous, puis des fois, ça vaut le détour de passer pour prendre quelqu'un. On va voir aussi l'impact de la voiture électrique. Donc, tu peux avancer, Patrick. Tu peux toutes les mettre même. On dit souvent que la voiture électrique est trop chère, mais bon, avec les subventions que le gouvernement offre, qui vont bientôt se terminer, par contre, Rouler vert, c'est un programme qui va se terminer, si je ne me trompe pas, en 2027. Donc, ça vous permet quand même d'amortir le coût d'une voiture électrique. Puis, avec l'essence que vous ne mettrez pas dans votre voiture, ben, elle devient moins chère au bout de 5 ans. Ensuite, on dit qu'il n'y a pas assez d'autonomie, mais la voiture électrique nous permet de faire quand même 350 km. Ça, c'est des nouvelles voitures électriques qui sont sur le marché. Puis on parcourt en moyenne 40 km par jour. Peut-être qu'ici, on parcourt plus de kilomètres. Combien vous parcourez de kilomètres par jour? 70, hein, un petit peu plus. Donc, vous auriez suffisamment d'autonomie avec une voiture électrique. On pense aussi souvent qu'il n'y a pas assez de bornes, mais maintenant, on est rendu à plus de 7000 bornes, en fait, au Québec, sous différentes bannières. Donc, c'est possible de se recharger. En avez-vous des bornes ici? Vous en avez plusieurs. Puis, il y a des bornes de plus en plus efficaces, en fait, là, qui rechargent en dedans d'une heure. Donc, parce qu'avant, là, les bornes, c'était bien beau, là, mais 24 heures pour recharger son auto, c'était un petit peu long. Donc, oui, bon, mais parfait, ça. Puis, est-ce que la voiture électrique est plus polluante? Donc là, ça, c'est la grande question, madame. Pour les autos électriques, juste faire une auto électrique, c'est déjà tellement plus polluant à l'achat. Tu pollues déjà 10 ans d'avance. Tout à fait, c'est ce qu'on va voir justement, que c'est pas une question qui est si simple, là. On s'engage là, dans l'électrification de nos transports, mais vous allez voir, tu peux avancer à la prochaine diapositive. En fait, tout est dit dans ce petit carré orange, c'est que oui, à l'usage, votre voiture électrique, elle est beaucoup moins polluante. Ça, c'est certain que quand vous l'utilisez, je veux dire, elle émet pas de CO2 pratiquement. Par contre, vous voyez la notification en bas, après 150 000 km parcourus au Québec. Avant que votre voiture électrique, vous ayez fait 150 000 km, là, ça prend quand même un bon petit bout. Là. Donc, hein? Bon, vous avez une voiture électrique? Bien, c'est ça, ça prend 7 ans, madame me dit, à parcourir 150 000 km. Et la voiture électrique, comme disait madame, est beaucoup plus polluante à cause de tous les métaux que ça prend. Donc, finalement, on est en train de déplacer le problème. Si on remplace toutes nos voitures à essence par des voitures électriques, on ne s'en sort pas, là. On est encore dans le même problème. Par contre, les transports, 150 000 km, les transports, ceux les autobus, ceux qui déplacent notre nourriture, donc les camionneurs, eux autres, 150 000 km, font ça rapidement. Donc, si on a à investir, mieux vaut investir dans l'électrification des transports en commun, mais aussi des transports routiers qui se déplacent, pas dans les transports personnels. On va sauter, réduire l'impact de son véhicule. On l'a passé quand même si on l'avait rejeté, on l'a quand même passé. On va aller pour le logement. Je vais juste faire un petit top chrono. Ça va, on est bon. Donc, tu peux mettre les 3 diapos. Donc, dans notre logement, voici les 3 endroits où notre empreinte environnementale est la plus grande. Donc, dans notre gaspillage énergétique, on a souvent l'impression que vu que notre électricité, elle ne coûte pas cher à produire, mais aussi elle est carboneutre. Donc, souvent, on s'en dédouane, mais il y a quand même beaucoup de gaspillage. On le voit, là, Hydro-Québec semble dire qu'ils ont besoin de construire des nouveaux barrages là, pour pouvoir répondre à la demande. Notre consommation d'eau aussi, vous allez voir, on est des très grands consommateurs d'eau, parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Puis aussi, il y a beaucoup de contaminants qui s'en vont dans nos eaux, qui menacent nos nappes phréatiques. Puis, il y a des façons de faire pour être un petit peu moins polluant, finalement. On poursuit. Donc, comment réduire notre impact dans nos logements?
dans les 3 sphères. Finalement, on va voir comment économiser de l'énergie. Selon vous, où est-ce qu'on gaspille en fait notre électricité? Elle s'en va où? Dans le chauffage. Pourquoi en fait? Oui, on se chauffe, mais des fois l'isolation, effectivement, l'isolation est pas bonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un ado à la maison qui a toujours froid et qui aime les longues douches chaudes. Raison que ce n'est pas serre solaire passive, donc c'est pas, on n'utilise pas l'énergie du soleil comme des vitres au sud. Si on met des vitres au nord, c'est complètement une perte d'énergie. Fait que tout le domaine de la construction devrait peut-être s'orienter vers le sud, qui est une énergie gratuite. Naturelle, finalement. Oui, effectivement, ben, les nouveaux les architectes actuels et les nouveaux contracteurs, il y en a plusieurs qui y pensent, mais il y a quand même des fois des restrictions aussi municipales ou de ville aussi. Donc, effectivement, il y a une façon d'aller chercher la ressource de chaleur et d'isolant naturel. Il y avait une main levée. Les lumières aussi, toujours allumées. Exactement, les lumières, ça fait partie aussi de notre facture d'électricité. Il y a aussi ce qu'on appelle les charges fantômes. Donc, tout ce qui est branché en permanence, mais qui n'est pas utilisé. Donc, le grille-pain, l'ordinateur qui reste branché, toutes les petites lumières là, qu'on voit allumées partout, là, ça, c'est des charges fantômes. Puis, c'est quand même 10 %. Tu peux le mettre, Patrick. Donc, on voit que l'éclairage, c'est 10 %, les charges fantômes aussi. Le chauffage, c'est bon à savoir, mais si vous diminuez d'1 degré, je ne sais pas à combien vous mettez votre thermostat là, chez vous, supposons que c'est à 21. Si vous diminuez à 20, vous diminuez quand même de 7 % votre consommation. Donc, oui, ça va vous coûter moins cher, mais ça va aussi coûter moins cher à l'environnement à produire cette électricité-là. Si vous avez à changer vos appareils, bien, il y a des appareils qui sont moins énergivores. Par contre, souvent les nouveaux appareils meurent beaucoup plus vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet de loi qui est sur la table en ce moment pour l'obsolescence programmée. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, on est le 2e pays, province, parce que ça s'est voté au Québec, mais ça s'est voté en France aussi, pour obliger les constructeurs d'appareils à avoir une durée de vie beaucoup plus longue, donc de ne pas programmer la fin de vie d'un objet. Comme nos... ça arrive des fois, ça devient gros comme ça, il faut juste retenir. Exact. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a beau ne pas vouloir changer nos téléphones cellulaires quand ils commencent à ne plus fonctionner au bout de 2-3 ans, à quelque part, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais il y a de plus en plus de réparateurs. On poursuit. Il y a des subventions aussi pour ceux et celles qui sont propriétaires. Oui, monsieur? Tout ce qui est électronique, les lumières ou le chauffage, on peut contrôler à distance et diminuer. Oui, effectivement, avec les maisons intelligentes. Là. Puis, il y a la nouvelle application aussi, ILO d'Hydro-Québec, là, qui est quand même assez performante, là, qui nous indique à quel moment ce serait bon de diminuer le chauffage, à quel moment on doit partir la laveuse ou la sécheuse. Donc, puis ça nous permet d'économiser, puis il nous redonne finalement un crédit quand on est des bons consommateurs. Donc, je vous invite à l'utiliser. Réduire le gaspillage de l'eau, comment on peut faire pour réduire le gaspillage de l'eau? Est-ce que vous avez des trucs? Oui, mademoiselle. Arrêter de laver nos entrées. Arrêter de laver nos entrées, effectivement. Il y a des façons de faire qui sont plus économes en eau qu'avec le boyau d'arrosage là, pour nettoyer les entrées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour moins gaspiller d'eau? Oui? Recycler le trop, comme l'eau de pluie, on peut l'accumuler puis faire autre chose avec. Exactement. On va connaître de plus en plus des périodes de pluie très intenses. Donc, je vous invite à sortir des gros bassins d'eau pour essayer au moins d'utiliser ça positivement. À part de gérer les inondations, tant qu'à faire, on va garder une certaine partie de cette eau-là.
Est-ce qu'il y en a justement qui ont des ados qui prennent des longues douches chaudes? Oui. Moi aussi, j'en ai à la maison qui prennent des longues douches. C'est pas toujours facile d'arrêter parce qu'on est habitué, en fait. Là, on a été habitué à ça, surtout ma génération. On n'a pas été habitué à économiser nécessairement l'eau, donc on en prend beaucoup et beaucoup. Il y a un truc qui nous a été donné par une participante la dernière fois. Ils ont transformé ça en un jeu, en fait. Ils se sont dit que pour eux, le temps raisonnable pour prendre une douche, parce que c'était en moyenne 12-15 minutes, puis ils trouvaient ça trop, ils se sont dit, OK, on ne prend pas des douches plus longues que 8 minutes. Donc ça, c'est l'objectif de la famille qu'ils se sont donné. Puis bien, pour arriver à 8 minutes, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque enfant, chaque adulte s'est fait une liste de lecture, une liste de musique, en fait, qui dure 8 minutes, pile. Fait que quand ils partent dans la douche, ils partent leur musique, puis quand ils arrivent à la dernière toune, là, ils savent qu'il faut qu'ils se rincent rapidement, parce que bientôt, ça va finir. Donc, il y a des façons de rendre ça ludique, moins restrictif, en fait, pour prendre moins d'eau. Oui. Un petit défi pour la municipalité, ou toutes les municipalités, c'est d'autoriser les toilettes sèches ou autoriser de prendre l'eau de pluie pour sa propre toilette. Puis là, ça demande de changer la maison. Les législations, oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de municipalités réfléchissent à ça. C'est sûr qu'ils ont des enjeux financiers aussi. Il y a certaines... Il y a des taxes qui doivent être prélevées dans le sens que le problème n'est pas simple, mais vous faites bien de le soulever parce qu'effectivement, il y a beaucoup de restrictions qui nous obligent finalement à consommer davantage d'eau, plus que ce qu'on a de besoin finalement. C'était écrit juste avant qu'on consomme 262 litres d'eau par jour, par personne. C'est énorme. En France, est-ce que c'est juste pour se faire une comparaison, est-ce que vous savez combien ils consomment d'eau par jour en France par habitant? 150. Donc, c'est près de la moitié finalement de ce qu'on consomme. Oui, on a beaucoup d'eau au Québec, c'est vrai. On a beaucoup d'eau douce. On a le réservoir d'eau douce mondial pratiquement. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de regards en ce moment sur nos réserves d'eau. Donc, géopolitiquement parlant, ça se peut que ça brasse dans les prochaines années. Donc, habituons-nous déjà à réduire notre consommation d'eau pour l'environnement, mais aussi pour pouvoir peut-être la partager un petit peu plus. Ça, c'est l'équivalent, 262 litres. Là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, là, mais c'est 30 packs de 6 bouteilles de 1,5 litres que vous prenez à l'épicerie. Donc, le Québec est la seule province où la consommation résidentielle augmente. Est-ce que la solution, c'est de mettre des compteurs d'eau? Peut-être. En France, ils ont des compteurs d'eau puis ils disent que c'est à cause de ça qu'ils consomment moins d'eau. C'est sûr que ça aiderait. Est-ce qu'il faut payer nécessairement ou plutôt mettre des compteurs et se donner un objectif? Par exemple, de dire au lieu de 262, bien, on essaye tout le monde d'être à 150 par jour. Bref, ça, c'est des solutions à discuter avec votre municipalité pour voir ce que vous voulez mettre en place. On poursuit. Bien sûr, il y a des régulateurs de débit qui aident aussi, là, sans qu'on ait rien à faire finalement dans votre douche ou ailleurs. D'ailleurs, dans votre douche, il y en a beaucoup qui mettent un arrêt là, sur la robinetterie pour que quand on se savonne, ben, on n'a pas besoin nécessairement que l'eau continue à couler. Donc ça aussi, c'est une façon d'économiser l'eau. Maintenant, on passe aux contaminants dans notre eau. On poursuit. Ce qu'il faut se rappeler surtout, tu peux avancer Patrick, donc c'est que nos toilettes ne sont pas des poubelles, donc on a vraiment l'habitude ou disons la mauvaise habitude de jeter beaucoup de choses dans les toilettes, nos cheveux, des cotons-tiges, des allumettes. Idéalement, on ne met rien dans les toilettes. Ça peut endommager les canalisations, mais c'est surtout aussi que les stations d'épuration travaillent plus fort finalement pour nos eaux. Ici, j'imagine qu'il y en a certains qui ont des puits, ben, la même chose, pour que vos puits puissent être les plus sains possibles. On essaie de mettre le moins de choses solides dans notre eau. Puis tout ce que vous avez dans votre garage là, ou en dessous de votre évier, là, qui a une petite tête de mort comme ça, là, ben,
essayez de vous en débarrasser pour privilégier d'autres produits. Dans le temps de nos grands-parents, là, il n'y avait pas tous ces produits-là, puis ils arrivaient à nettoyer beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on va tout chercher là, dans les rangées de Jean Coutu et de pharmacie. Là, il y a une rangée complète de produits, alors qu'avec ces 5 produits-là, souvent, on peut faire beaucoup de produits pour nettoyer nos maisons. Donc, je vous invite à être créatif puis à faire vos propres produits ou du moins à choisir des produits qui sont moins contaminants pour nos eaux parce que vous savez qu'on n'arrive pas à enlever tous les contaminants dans l'eau. Donc finalement, on boit cette eau-là puis ces contaminants-là s'en vont dans notre corps. Donc pour notre santé, c'est pas bon non plus là, finalement. Et pour la santé de l'environnement. Avez-vous des questions sur le logement? Oui? J'ai juste une question pour l'eau. Il y a aussi les pollueurs. Sur la 148, j'ai été témoin qu'on utilise encore ici à Tursault jusqu'à Vaclouville du Roundup. Et le Roundup, c'est carrément un poison. Et tous les agriculteurs, l'eau s'écoule dans la rivière. Vos nappes phréatiques, dans la rivière. Il faudrait mettre un règlement d'interdire le Roundup. On est conscient, on le sait, ça se fait déjà ailleurs. Pourquoi ici, à Tursault, c'est encore de vie? Légal de faire. Oui, tout à fait. Le Roundup se trouve dans tous les RONA de ce monde. Donc, c'est un produit qui a été interdit dans beaucoup d'endroits, mais au Québec, c'est pas encore interdit. On comprend pas trop pourquoi. C'est sûr que c'est des compagnies qui ont énormément de pouvoir, Monsanto, que vous connaissez. D'ailleurs, il y a eu une poursuite par les agriculteurs aux États-Unis qui, finalement, le Roundup a été reconnu comme une cause de cancer pour les agriculteurs. Mais nos agriculteurs, il y en a encore beaucoup qui travaillent avec le Roundup parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives qui leur est offert par le marché. Mais c'est faux, il y a d'autres alternatives. C'est juste que le pouvoir et le lobbying de Monsanto est très fort. Puis juste pour vous dire, ils ont payé plus de 7 milliards de dollars en dédommagement à ces gens-là. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent puis qui contrôlent le marché. Oui? Vous dites que ça va être éliminé, sauf pour les golfs. C'est-à-dire qu'il y a une législation qui va venir où on va éliminer ce produit-là au Québec. Maintenant, c'est qu'on a une interdiction. C'est ça actuellement à Chicane. Pourquoi les golfs? Ça serait oui. Merci de nous informer. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais le Roundup est en processus d'être éliminé au Québec. Sauf pour les golfs. Pardon? Sauf pour les golfs. Sauf pour les golfs. J'avais oublié cette petite partie-là. Donc, on poursuit avec la dernière section « Je consomme ». On est rendu... Ah, mon Dieu, on est dans les temps. Bravo, Valérie. Donc, notre économie actuellement, elle est linéaire. C'est un système économique qui nous encourage, en fait, à consommer toujours plus, puis qui nous encourage à jeter pour consommer encore. Donc, il y a une partie qui nous appartient dans notre réflexion par rapport à notre consommation. Est-ce qu'on a besoin de changer notre cuisine aux 5 ans? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau téléphone cellulaire ou je l'amène en réparation? Est-ce que je fais réparer mes chaussures plutôt de m'en acheter des nouvelles? Mais on est dans un système, surtout avec la pandémie aussi, qui c'est assez récent qu'on peut acheter quelque chose en étant couché dans son lit en pyjama. Puis ça nous prend 1 minute, puis on vient d'acheter n'importe quoi en fait. On peut acheter tout ce qu'on veut. Donc, ça crée de plus en plus de déchets et de plus en plus de besoins de produits. Donc, il y a un système qui est à privilégier, qui est un système plus circulaire, qu'on appelle l'économie circulaire. Il y a de plus en plus d'entreprises, moi je travaille pour une autre organisation qui est le Centre de développement durable, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui ont le désir, qui sont sensibilisées par rapport à ça, puis qui ont le désir d'avoir une économie plus circulaire. Donc, finalement, tous leurs extrants, tous les déchets en fait qu'ils produisent, bien, de trouver une seconde vie ou du moins de prolonger la vie de tout ce qu'ils rejettent finalement. Par exemple, les brasseurs rejettent, j'ai oublié le nom là, de ce qu'ils rejettent,
Mais là, maintenant, ça, c'est utilisé par les boulangers avec le pain, par exemple. Donc, ils ont réussi à faire des associations avec des boulangers. Donc, il y a moyen que nos déchets ne soient pas toujours que des déchets, mais puissent être réutilisés. Donc, en ce moment, on surexploite les ressources parce qu'on ne fait pas que consommer, on surconsomme. Ensuite, ça s'en va à la transformation. La transformation produit aussi des résidus. Même chose à la distribution, à l'utilisation, puis la fin de vie vient quand même assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer moins? C'est quoi vos trucs pour consommer moins? Acheter moins. Acheter moins, oui. Acheter usagé. Acheter usagé, effectivement, on ne demande pas de produire un nouveau produit, on utilise un produit qui est déjà existant finalement. Recycler, oui, le recyclage. Réparer, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez réparer? Laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Vos vêtements, laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Souvent, on se dit, ah, ben ouais, mais là, ça va me coûter bien plus cher. Ça aussi, par rapport à l'obsolescence programmée, le projet de loi que je vous ai dit, les constructeurs vont être obligés d'offrir la réparation. Donc, ça fait partie de la solution parce que quand c'est rendu plus cher faire réparer ta laveuse, ben c'est sûr que la logique va nous amener à aller vers l'achat d'une nouvelle laveuse. Oui? Il n'y a pas un projet de loi pour obliger les constructeurs à faire des véhicules ou des produits ménagers qui vivent plus longtemps? Oui, c'est ça. L'obsolescence programmée, en fait, c'est sur la durée de vie aussi. Donc, l'objet, on le dit souvent, on l'entend souvent, là, ah, ben moi, ma sécheuse, elle m'a duré plus de 20 ans, tu sais, mais aujourd'hui, c'est plus vrai, là. Tu sais, au bout de 5 ans, ça commence à moins bien marcher, puis là, il faut faire venir quelqu'un, puis là, finalement, il nous dit que la pièce va coûter 300 quelques dollars, plus la main-d'œuvre, tout ça, fait que finalement, on s'en achète une nouvelle. Oui. Donc, c'est la bonne nouvelle là, d'avoir ce projet-là. Donc, on va voir la transformation petit à petit, puis on n'aura pas eu à faire grand-chose pour ça. Une des questions qu'il faut se poser aussi pour consommer moins, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil-là qui enlève le noyau de l'avocat? Parce que, vous le savez, dans la cuisine, là, c'est le royaume des objets à usage unique, là, alors que je veux dire, on est capable de tout faire avec un couteau. On n'a pas besoin d'avoir un couteau spécial pour ci, un couteau spécial pour ça, ou avec d'autres objets là, qu'on peut prendre. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour réduire sa consommation aussi, peut-être que vous n'avez pas fait ça aussi, mais il y en a plusieurs qui ont leur carte de crédit automatique sur leur téléphone. Ça, c'est une bonne façon de réduire la consommation, de ne pas faire ça. Donc, d'enlever votre carte de crédit sur votre téléphone. Parce que le simple fait de devoir sortir votre carte ou d'aller chercher votre carte, ben ça fait en sorte des fois que on est paresseux puis on n'y va pas. Tandis que quand la carte est déjà sur le téléphone, ben en quelques clics, on achète. Puis, donc, ça, c'est des petits trucs. On peut aussi mutualiser. Est-ce que vous partagez certains objets, des fois, avec vos voisins, vos amis, comme quoi? Les tondeuses. Les tondeuses. Les cirons qu'on utilise 2 fois par année. Effectivement. En fait, j'ai vu dans ce concept-là, dernièrement, dans l'œil du dragon, une promoteuse, c'est comme ça qu'on dit ça? Une promotrice ou une promoteur qui a développé une application pouvant permettre de mutualiser des outils, des conjoints. Moi, on m'a déjà dit aussi des enfants. Mais je vous dis parce que cette application-là reçoit un quartier. Alors, plus besoin d'acheter 25 tondeuses pour une simple rue. 2 tondeuses pourraient faire l'affaire et là, on réduit de façon considérable. Effectivement, dans les ressources, vous allez l'avoir, cette application-là. Il y a vraiment beaucoup de jeunes entreprises qui ont développé toutes sortes d'outils là, pour nous permettre de consommer moins. Tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation. Il y en a aussi beaucoup là-dedans, là, dans les Food Heroes.
c'est tous des noms en anglais, par exemple, ça je le comprends pas, mais Too Good To Go, tu sais, il y a plusieurs applications qui existent, qui vous permettent, par exemple, quand vous avez ben en fait, c'est pas vous. Quand l'épicerie a un produit qui arrive, par exemple, à terme, tu sais que bientôt il va être passé date, ben ils le mettent sur cette application-là, puis vous, ben supposons que votre IGA du coin vous dit qu'il y a du poulet, tu sais, possible, tu sais, vous pouvez le réserver, puis vous allez le chercher finalement, puis vous l'avez à moitié prix la plupart du temps. Puis c'est sûr que ça s'en va en congélation si vous ne l'utilisez pas maintenant, mais ouais, il y a toutes sortes d'applications. Moi, dans Mariemelle, justement, c'est sûr que j'habite à Montréal, donc il y a un petit peu plus de proximité, mais on s'est créé justement une liste d'objets qu'on a dans nos maisons. Moi, j'ai le four à raclette, fait que quand quelqu'un veut faire une raclette, il vient chercher le four à raclette chez nous. Mon voisin, il a la perceuse, donc comme ça, on se partage tous nos objets. Oui? C'est quoi le nom de l'application? Je m'en rappelle pas, mais vous allez le recevoir dans les ressourceries. Si jamais vous n'avez pas laissé vos coordonnées, peut-être, Natacha, si jamais les gens veulent laisser leur courriel, tu pourras leur envoyer l'information. Vous, est-ce que vous vous rappelez du nom? Alors, ça, je me souviens, mais si vous allez sur l'œil du dragon, tous les promoteurs offrent le nom de leur produit. Et ça va, parce que ça m'a inspiré, parce qu'on n'est pas obligé de vivre à Montréal pour mutualiser. Non, tout à fait. Vous avez raison, effectivement. Ça change la culture, ça nous permet de connaître nos voisins. Donc, oui. Non, mais j'ai peut-être pas la réponse. Là. Moi, c'était juste pour dire qu'avant, c'était comme ça, on dirait. Comme là. Oui, tout à fait. Dans le temps de mes grands-parents, là, ils parlaient à leurs grands-parents. C'était pas rare que ton voisin arrivait et faisait ah, ton gazon il est dû, je vais le faire pour toi. Fait que c'était un genre d'échange, mais maintenant on a perdu un petit peu le bon voisinage. Donc du troc aussi, l'échange de services qui nous permet de ne pas acheter. Tu peux mutualiser ton voisin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mutualiser. Les équipements de sport aussi, souvent. Moi, je fais du ski des fois, une fois par année. Donc, je vais aller emprunter peut-être les skis alpins d'une amie. On peut aussi réparer, donc allonger la durée de vie. Moi, je sens que ces métiers-là qui étaient en train de s'en aller vont revenir en force parce qu'on va avoir besoin de gens qui sont capables de réparer tous nos objets. Il y en a de plus en plus, en fait, là, des regroupements de gens, par exemple, un samedi par mois, Répartout, je ne sais pas si vous connaissez, mais un samedi par mois, vous amenez vos choses à Répartout, puis non seulement ils vous montrent comment les réparer, mais ils les réparent, puis vous sortez de là, puis votre grille-pain marche encore. Donc, il y en a de plus en plus là, des initiatives comme ça. Puis, dernière chose, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, si vous pouvez, vous essayez, si vous avez à acheter, en fait, ben on essaie, il y en a un quatrième, Patrick, on essaie de consommer de façon responsable. Donc, consommer de façon responsable, c'est d'utiliser des objets qui existent déjà. Donc, idéalement, de ne pas acheter des nouvelles choses, des nouveaux vêtements, surtout au niveau des vêtements, parce qu'on utilise, il y a de plus en plus de friperies. Vous en avez aussi disponible ici, des friperies, il y en a de plus en plus. À Montebello, bon, parfait. Mais d'ailleurs, si jamais il y a des choses là, que vous souhaitez partager, là, qui existent, des fois, c'est bon pour tout le monde. Là, on parlait des friperies dans Montebello, il y en a peut-être ailleurs aussi. Est-ce qu'il y en a qui achètent dans les friperies? Oui, effectivement, puis on trouve beaucoup de choses, hein, pas juste des vêtements là, dans les friperies. Là, on a tendance souvent à aller au Dollarama là, pour acheter nos petits besoins, là, mais des fois dans les friperies, on trouve aussi les renaissances de ce monde. Là, on trouve beaucoup d'objets autres que des vêtements. Ah, vous l'avez trouvé. Ça s'appelle Partage Club. Partage Club. Ouais. Donc, on se rappelle que Partage Club, c'est l'application pour partager, mutualiser finalement des objets qu'on a dans un secteur, dans un quartier. Oui? Je voudrais aussi vous informer que j'ai parti à un organisme à but non lucratif, c'est les jardins Entraide. Alors, on fait de l'entraide pour tous les services qu'on peut offrir
j'ai les capacités de l'aider ou je trouve quelqu'un d'autre pour l'aider. Là, ça va être bientôt public à tous. Comme quoi, par exemple, un besoin, juste pour donner un exemple concret, quelqu'un vous arrive et dit, moi j'ai besoin... J'ai des compétences en comptabilité, en secrétariat, en juridique, en administration, en gestion de ton jardin. J'aimerais ça que toutes les écoles du Québec aient un jardin éducatif. C'est un projet que je suis en train de lancer. Puis c'est ça. Puis aussi une friperie, j'ai énormément de linge à donner et à recycler. Et j'ai observé beaucoup de gens jettent des choses très utiles à la poubelle qui sont neuves et encore utilisables au lieu d'aller le porter à une friperie. Peut-être bientôt j'ouvrir ma propre friperie dans mon organisme. C'est à venir. Effectivement, quand on a quelque chose à amener à la rue, demandons-nous s'il ne peut pas avoir une vie qui est prolongée. Donc, quel organisme pourrait le prendre? Le nom de votre organisme, c'est quoi? Jardin Entraide. Jardin Entraide. Bien, félicitations d'avoir parti ça. On serait rendu, en fait, on aurait fait le tour là, de toutes les sphères de consommation. Tout ça, tu peux l'avancer. C'est les fêtes d'enfants. Donc, encore, oui, c'est ça, ici. Donc ça, vous allez recevoir ça à la suite de la conférence si vous laissez là, vos coordonnées à Natacha. C'est une liste non exhaustive d'éco-gestes que vous pouvez mettre en place chez vous, auprès de votre famille. Essayez de rendre ça le plus agréable possible pour ne pas que ça devienne une contrainte, en fait. Puis je vous encourage même à encercler ce que vous faites déjà. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que vous faites déjà. Puis peut-être à identifier des choses pour les prochaines semaines ou les prochains mois que vous voulez mettre en place. Puis quand je parle de nouveaux gestes, c'est important si jamais vous vous engagez dans quelque chose, à ce que ce soit très concret. Par exemple, on a parlé de l'alimentation tout à l'heure. Si vous vous dites moi je veux manger moins de viande. Manger moins de viande, c'est flou un peu comme objectif. Donc, si vous mangez, par exemple, 6 fois de la viande par semaine, bien, vous pourriez vous dire, bon, on essaie de réduire ça à 5 fois par semaine. Fait que je vais apprendre des nouvelles recettes, puis on va manger de la viande 5 fois par semaine. Ou votre adolescent qui prend des douches de 15 minutes, bien, on essaie d'y donner un défi pour le prochain mois et toutes sortes de choses comme ça. Est-ce qu'il y en a que dans la conférence, il nous reste un petit peu de temps, oui, est-ce qu'il y en a qui a certaines choses qui les a accrochées puis qui se disent, OK, moi ça, je me sens en mesure d'essayer de transformer ça dans mes pratiques pour avoir un impact environnemental moins grand. N'hésitez pas à partager, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous n'avez pas d'idée encore, c'est pas grave. Oui, monsieur? En fait, ce qu'on ne voit pas dans votre conférence, c'est tout le pouvoir de la communauté. De voir, lorsqu'on se donne une action, qui paraît très minimaliste dans une chaumière, mais multiplié par 400 chaumières dans le village, voici ce que ça donne. Je trouve qu'on fait passer la promotion de l'action communautaire, collective, au pouvoir. Ça reste encourageant. Si on est plus individualiste dans une culture dans laquelle trop souvent nous nous trouvons, on a dit notre geste qui n'est pas tellement si important que ça parce qu'il n'y a pas nécessairement d'impact, ce petit geste. Alors, la promotion de voir que l'effort collectif donne aussi un résultat pourrait être un levier intéressant. Tout à fait. Puis on n'a pas à avoir le même geste collectif parce qu'on n'est pas rendu à la même place chacun dans nos vies. Là, je parle encore de l'alimentation. Il y en a qui ne sont pas prêts là, à diminuer leur consommation de viande. Puis c'est correct. C'est peut-être sur d'autres secteurs que vous allez économiser davantage. Mais effectivement, chacun de nos gestes collectivement ont un impact important. Puis souvent, on le néglige, on se dit, bon, tu sais, ça ne fera pas la différence que je vais faire. Donc, effectivement, merci pour le commentaire. Est-ce que vous, un geste collectif que vous aimeriez voir naître? Je prends une municipalité au hasard comme ça, là, à facette. C'est pas la vôtre? C'est la deuxième meilleure. On était dans un processus d'intégration de compostage dans la municipalité. Alors, on fournissait tout le compost. On avait fait la démonstration
que juste 3 livres par jour de compostage, 3 jours, 3 livres, là, c'est pas beaucoup, là. C'est quand on parle de tout ce qu'on peut mettre dans le compostage végétal, on parle pas, là, de, comment ils appellent les green Avec de corn, la viande, tout ça, oui. les cônes verts, là, qui sont des digesteurs de nos restes en table, là. Juste le compostage. Eh bien, on s'aperçoit qu'avec, on est quelques 300 portes à facettes, bien, multiplié par 3 livres par jour, 361, on se retrouve à des économies d'échelle substantielles, juste au niveau de ce que ça coûte. Alors moi, j'ai mis mes citoyens au défi qu'on va réduire non seulement notre empreinte écologique, on va réduire aussi le coût au tonnage parce qu'on va avoir réduit le tonnage. Alors, c'est un incitatif qu'on parle d'argent auprès de... Même chose auprès de ce que l'utilisation de notre eau, qui est à facette les poumons de la municipalité. Et j'arrête régulièrement, je ne suis pas capable de ne pas m'arrêter, quand on fait pousser notre asphalte pour le nettoyer. Ça, il me dit, non, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, vous passez mon balai de rue. Moi, pas arriver parce que je trouve ça insensé. Alors, des fois, quand ces stratégies ne fonctionnent pas, il y en a une qui fonctionne, c'est quand on met la main dans notre poche. Alors là, on dit, ben, si on n'est pas capable la culture, des fois, est plus forte que le raisonnement. Alors, des fois, on dit, ben, on est obligé, c'est ça, vous nous demandez, puis on va vous écouter, vous nous demandez d'augmenter les taxes, parce que les services coûtent de plus en plus cher quand on gaspille. Ça commence à écouter un petit peu plus. Ouais, ben oui, tout à fait. C'est sûr que quand on va dans les poches des citoyens, mais tu sais, c'est aussi la responsabilité des municipalités de mieux nous éduquer aussi comme citoyens là, à prendre soin de façon plus adéquate là, de notre environnement, parce que des fois, on ne sait pas par où commencer, mais quand il y a des choses qui nous sont c'est dommage parce que je ne crois pas que l'argent va mieux conscientiser. C'est une conséquence à la non-conscientisation. Moi, j'adore ces types d'initiatives-là qui nous exercent, qui nous forment à réfléchir. Oui, oui, tout à fait. Puis les solutions, en fait, elles sont là, puis elles sont là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on a les solutions pour réduire notre empreinte environnementale. Il y en a qui, oui, c'est des solutions qui vont demander au pouvoir politique des décisions, donc des grandes décisions, mais il y a quand même beaucoup des solutions qui nous reviennent à nous dans notre consommation au quotidien, puis dans le soin qu'on va apporter finalement là, à nos ressources, en fait, qu'on appelle des ressources, mais à quelque part, ce n'est pas que des ressources. Nos ressources ne sont pas infinies, donc c'est important, là, finalement, d'en prendre soin au quotidien. Oui, madame? Oui, moi, le père de mes enfants a travaillé à la gestion de déchets. C'était lui qui prenait les poubelles, tout ça, qui était le conducteur. Et grâce à lui, on a fait un record le tonnage de déchets a diminué. Parce que dès qu'il y avait du recyclage dans ta boîte de poubelle, c'était une infraction. Alors, un seul employé a réussi à augmenter tout le tonnage de déchets, a réussi à le faire réduire et à sensibiliser les gens. Même quelqu'un de haut placé à la municipalité s'est fait mettre un ticket à cause qu'il n'avait pas bien trié ces choses. Il y avait du carton dans sa boîte de déchets. Ce n'est pas conforme. Alors, il ne faut pas avoir peur. Un seul employé peut avoir un énorme impact sur toute... C'était juste à côté de Plaisance, le secteur était desservi par lui. Et juste une personne a fait changer le tonnage. Ils ont même gagné 15 000 à cause le tonnage avait changé drastiquement en 1 an. C'était comme juste non, donc on fait tous partie de la solution. À Montréal, vous avez sûrement entendu là, dans les nouvelles comme quoi Montréal est sale. Effectivement, je vous confirme, Montréal est très sale en ce moment et c'est de plus en plus sale d'année en année. Puis c'est pas parce que l'administration de la ville ne travaille pas bien, ils sont là, puis ils travaillent, puis ils ramassent. Mais c'est aussi parce que chaque citoyen se dédouane en fait de sa responsabilité. T'sais, juste moi sur ma rue, là, quand il y a eu la dernière tempête de neige qu'on a eue finalement, les poubelles ont été ensevelies.
Puis, ça a donné lieu à des sacs de poubelles qui sont restés là pendant je ne sais pas combien de temps, qui ont été éventrés par nos beaux écureuils. Mais les citoyens ne sont pas venus ramasser leurs poubelles après. T'sais. Donc, chacun de prendre soin de notre petit bout de terrain, c'est aussi notre responsabilité. Puis, à Montréal, quand il y a une poubelle pleine, ça ne te donne rien d'aller mettre ton verre par-dessus, là, puis finalement, elle va partir au vent. Donc, il y a aussi une responsabilité personnelle à avoir. Oui. Moi, il y a juste une petite place qui est libre de ce côté. Oui. C'est exactement dans ce sens-là. Je ramasse un déchet par jour. Moi, je trouve ça pas si- Très bon, oui, je vais l'ajouter, oui. Est-ce que ça m'a honte? Et ça, je le fais personnellement. Là, je trouve que si, si on veut nettoyer la planète, là, puis on en parle en haut de ce qu'on peut faire. Donc, un déchet par jour, quand je marche, quand je vais à la poste, là, ramasser le verre qui est dans la rue, là, pour moi, c'est un geste qui m'apparaît, c'est concret. Effectivement. Puis qui ne vous demande pas beaucoup, tu sais, au final, là, de ramasser un déchet, là, un par jour. Oui, ça vous demande de vous laver les mains. Mais aussi, tu sais, on peut, parce que quand on voit tous les déchets qui sont produits, qui sont souvent des objets à usage unique, donc essayons d'en avoir de moins en moins de ces objets-là. Si vous allez au Tim Hortons ou je ne sais pas quoi, apportez votre tasse plutôt que de prendre une tasse qui se jette. Tu sais, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Même dans les épiceries, de plus en plus, ils acceptent... Oui, pendant la pandémie, il y a eu une certaine crainte là, qu'on pouvait transmettre la pandémie à travers on pouvait transmettre la pandémie, qu'on pouvait transmettre la COVID à travers les objets. Mais non, on sait maintenant que ça ne se fait pas. Donc, il y a de plus en plus de commerces qui nous permettent, même moi, mon boucher, il me permet d'apporter mes plats, puis finalement, ça évite l'emballage de plastique ou le styrofoam qui est pas recyclable dans la plupart des municipalités. Oui? Je sais que nous autres, qu'est-ce qu'on fait dans notre famille, c'est que quand on va prendre une marche avec le chien, les enfants ont tous un sac à poubelle avec eux. Bravo! On ramasse les poubelles. Puis aussi, vu que je suis horticultrice de métier. Oui, je vais répéter. Elle disait qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une marche avec le chien, les enfants amènent un sac poubelle. Puis ils ramassent des déchets sur le chemin. Donc, bravo pour l'initiative. Puis vu que je suis horticultrice aussi, ben souvent ça arrive qu'on a des arbres ou des arbustes ou des choses. Fait que je fais l'apprentissage aux plus jeunes pour que ça soit... L'apprentissage des arbres, en fait, de nos types d'arbres et d'arbustes, c'est ça? Comment prendre soin, que c'est important, que... Ben, ne serait-ce aussi que de les connaître aussi, là. Moi, mon herbier, là, que j'ai fait au primaire est rendu très loin, puis je me rends compte que si on me demande de nommer les arbres, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés. Ce qui est un peu triste quand on y pense, parce que vous avez sûrement vu passer ça dans les réseaux sociaux, mais si on met devant nous des logos d'entreprises bien connues, on va tout être capable de les nommer. Mais si on met des essences d'arbres, on risque d'avoir plus de difficultés. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des changements à faire aussi dans notre système d'éducation, privilégier certains apprentissages aussi, puis même dans notre éducation qu'on fait auprès de nos enfants ou de nos petits-enfants. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petits trucs pour contribuer à l'environnement? Ne pas utiliser la sécheuse, par exemple. Moi, j'ai été élevée avec une sécheuse, c'est pas facile toujours d'utiliser la corde à linge. Quand vous dites je donne la sécheuse, elle me fatigue un peu, là. Vous n'êtes pas prêt à donner votre sécheuse. Moi non plus, surtout l'hiver, en fait. Là. On est 6 chez nous, là, fait que si on commence à étendre les draps, puis les serviettes de bain, tout ça dans la maison, là, le chaos va être pris assez rapidement. Mais il y a plein de petites choses là, que vous allez pouvoir trouver dans cette liste qui vont pouvoir vous inspirer. On parle du biologique beaucoup, puis on sait que le biologique, c'est pas toujours très abordable. Hein. On veut essayer d'acheter du biologique, mais je veux dire que quand je vais au marché, je vois le prix, ben, des fois je freine, puis je tourne de l'autre bord. Ouais. L'été, c'est plus facile d'acheter frais, Exact. parce qu'on a nos fermes, on a nos maraîchers. Mais en saison, là, tu sais, des fois, on dit achetons les légumes ou les fruits que nous, on produit ici. Laissons les autres, mais tu sais, des fois, un ananas au mois de janvier, c'est le fun à acheter quand même. Ben oui, oui. Quand il va coûter 2 fois le prix, ben, des fois, tu vas... L'important, c'est d'acheter. Puis on achète ça.
Non, ben non, puis il ne faut pas vivre de culpabilité là, par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est une question d'offre et de demande. Donc, on a vu quand même dans nos épiceries, il y a de plus en plus d'aliments dans les étalages au niveau biologique. Là. Il y en a de plus en plus. Il y a une couple d'années, on n'arrivait pas à trouver ça là, dans nos étalages ici, dans nos grandes épiceries. Par contre, souvent, les produits biologiques, ils viennent d'ailleurs, ils ne viennent pas du Québec. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de faire des meilleurs choix, dans le sens que l'été, quand vous achetez directement du producteur, fort probablement que sa façon de cultiver se rapproche du biologique. Puis là, vous faites à ce moment-là, vous encouragez l'économie locale, puis en même temps, vous mangez biologique. C'est bon pour votre corps, puis pour la terre aussi. Donc, non, c'est ça, la culpabilité, en fait, c'est le pire moteur à l'action. Ça nous rend passifs. Donc, la culpabilité, c'est sûr là, qu'il faut s'enlever ça. Là. Ça ne fait pas partie de la solution de se sentir coupable. Donc, on y va avec les gestes qu'on est capable de faire. Puis, avec aujourd'hui, vous avez pu voir qu'il y a certains gestes qui ont plus d'impact que d'autres. Au niveau alimentaire, on peut avoir un très, très grand impact sur notre impact environnemental. C'est probablement là où on peut avoir le plus d'impact. Au niveau du transport, on a vu que, bien sûr, la voiture solo, c'est vraiment pas la solution, puis le transport électrique individuel non plus, mais il y a des façons qu'on peut faire pour avoir un impact moins grand, mais c'est plus collectif, justement, comme solution, ce que vous disiez tout à l'heure là, au niveau du transport. Tandis qu'au niveau de l'alimentation, il y a quand même des choses qui sont plus individuelles. Au niveau de la consommation aussi dans notre logement ou notre consommation à tous les jours, on peut avoir quand même un impact qui est, somme toute, assez important. Je vais prendre un dernier commentaire. D'où l'importance de faire de la conservation. Comme l'été, on fait pousser nos légumes, qu'on puisse bien les conserver pour les manger l'hiver. Exact, très important. Puis, tu sais, ça, des fois, il y a des groupes aussi, là, on ne sait pas trop comment conserver nos aliments, là, mais il y a des groupes communautaires qui offrent ça aussi, là, des façons de conserver pour vraiment avoir vos aliments le plus longtemps possible. Si vous avez un jardin ou si vous achetez de vos producteurs, donc il y a moyen d'avoir des aliments du Québec à longueur d'année. Finalement, il y a une autre conférence qui est vraiment sur l'alimentation, puis on voit que finalement, on a des fruits, on pourrait avoir des fruits et des légumes à l'année qui proviennent du Québec. On pourrait se nourrir que de ça. C'est sûr que là, on a été habitué à d'autres choses, mais il y aurait moyen, finalement, de faire autrement. Fait que je vous invite, quand vous allez dans vos épiceries, quand vous allez acheter une nouvelle voiture, exigez certaines choses. Demandez-le gentiment, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on va réussir finalement à faire changer notre économie qui est en ce moment qui est le moteur de notre consommation finalement. Donc il faut que cette économie-là ralentisse ou disons se transforme pour qu'on puisse avoir un impact environnemental moins grand. Donc je vous remercie chacun et chacune de votre présence. Je félicite les 3 municipalités en fait, là, pour votre initiative. Vraiment, bravo d'avoir mis ça en place. Déjà d'être là aujourd'hui, on fait partie des changements. Donc, je vous félicite de vous être déplacés aussi ce soir. Merci. Merci à toi. Merci à notre conférencière. Merci à tout le monde de vous être déplacés en grand nombre ce soir. Donc, on est content de voir que ça l'intéresse des gens, l'éco-responsabilité, puis l'environnement aussi d'un autre point. Donc, on est content. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci.